La chimie moderne repose sur une image, un anneau, 6 atomes de carbone, un cycle fermé. Sans cet anneau, une partie de la chimie organique ne tient pas. Mais cet anneau n'a pas été découvert dans un laboratoire. Il a été vu la nuit, dans un état incertain entre veille et sommeil. Friedrich August Kekulé travaille depuis des années sur la structure du benzène. Toutes les formules échouent. Les modèles linéaires produisent des contradictions, mais un soir, il s'assoupit, il voit des chaînes d'atomes se mouvoir devant lui. Elles se déforment, puis l'une d'elles se renferme. Et là, il aperçoit un serpent qui se mord la queue. Il se réveille et comprend. Alors, le rêve a-t-il résolu un problème scientifique réel ou a-t-il simplement donné une forme visible à une solution déjà là? Et si un rêve peut faire basculer la science, que peut-il faire dans ta propre vie? La réponse n'est ni mystique ni réductrice, elle est plus dérangeante que ça. La version la plus répandue est séduisante. Le savant bloque, la raison échoue, le rêve intervient. On avait donc une image archaïque, une intuition fulgurante et la découverte majeure du scientifique. Le serpent devient symbole de révélation. Ce récit plaît parce qu'il flatte une idée ancienne, les grandes idées seraient révélées et non construites. Ce rêve nourrit le fantasme d'un savoir qui descend. Mais regardons les faits. Kekulé publie sa théorie en 1865. Il raconte ce rêve publiquement en 1890, lors d'un discours à Berlin, soit en fait 25 ans plus tard. Et ce décalage change la lecture. Nous ne possédons pas le rêve brut, nous possédons le récit d'un rêve. Alors, l'hypothèse qu'on peut en faire, effectivement, ce serait que le rêve a réellement eu lieu. Il y a aussi une hypothèse concurrente, c'est que le récit a été stylisé pour incarner une intuition. Dans les deux cas, une chose est certaine, la solution n'est pas tombée du ciel. Kekulé travaillait sur ce problème depuis des années. Et le rêve intervient en fait dans un cerveau saturé de données. Passons au terrain solide. Les recherches en neurosciences du sommeil montrent que le sommeil paradoxal active les aires visuelles, les réseaux associatifs, tout en réduisant l'inhibition préfrontale. Matthew Walker, professeur américain de neurosciences et de psychologie, démontre en 2017, dans son best-seller « Why We Sleep », il démontre que le sommeil favorise la recombinaison créative d'informations déjà acquises. Matthew Walker explique que le sommeil paradoxal favorise la créativité et la résolution de problèmes. C'est-à-dire que le sommeil facilite les connexions inédites entre informations déjà acquises et donc, à ce titre, des solutions peuvent émerger après une incubation nocturne. La théorie du predictive processing développée par Carl Friston va plus loin. Le cerveau fonctionne comme une machine à prédiction. Il génère des modèles internes du monde et les ajuste pour réduire l'erreur. La nuit, ces modèles se réorganisent librement. On voit ainsi globalement que la science valide le fait que le sommeil facilite l'innovation, que le rêve peut connecter des éléments jusque-là séparés, et enfin que l'insight soudain est compatible avec un long travail inconscient. Mais ce que la science ne valide pas, c'est qu'il n'y a aucune preuve que le rêve accède à une information extérieure. Et il n'y a aucune preuve de prédiction objective d'événements scientifiques futurs. Le rêve de Kekulé, dans ce cadre, serait une reconfiguration interne, pas une révélation surnaturelle. Reste une question troublante. Pourquoi un serpent? Mais pourquoi pas une simple boucle géométrique? Le serpent qui se mord la queue correspond à l'ouroboros, ce symbole présent dans l'Égypte tardive, repris par l'alchimie gréco-égyptienne, puis par la tradition hermétique. Il représente le cycle, l'autoréférence et la totalité fermée. Pour Carl Gustav Jung, l'ouroboros est identifié comme un archétype d'unité psychique. La conscience et l'inconscient formant un système circulaire. Dans l'Antiquité, Artémidore de Daldis, dans l'Oneirocritica, distingue les rêves ordinaires des rêves porteurs de transformation.
Mais il précise que le symbole ne doit jamais être interprété littéralement. Ibn Sirin, au 8e siècle, associe le serpent à la puissance ou à l'adversité selon le contexte. Toujours contextuel, jamais universel. Et dans la tradition biblique, le serpent est ambivalent. On sait qu'il représente la tentation dans la Genèse et la sagesse dans l'Évangile selon Matthieu. Et là, finalement, symboliquement, on voit que le serpent n'annonce rien. Il structure une idée, il est une image de circularité dynamique, et c'est là qu'on peut se dire que le rêve de Kekulé parle finalement en symbole plus qu'en équation. Pourtant, le cas de Kekulé n'est pas isolé. Dimitri Mendeleïev rapporte avoir vu en rêve l'organisation du tableau périodique. Elias Howe aurait visualisé la solution de l'aiguille de machine à coudre en dormant. Et comme vous le savez, Paul McCartney affirme que la mélodie de Yesterday lui est venue en rêve. Est-ce une accumulation de mythes ou une régularité de phénomènes créatifs nocturnes? La science explique l'incubation. Elle décrit mal l'expérience intérieure de l'évidence. Inversement, les récits mystiques transforment ces épisodes en preuve d'un ailleurs. Mais ni l'un ni l'autre ne suffisent. Le rêve semble fonctionner comme un accélérateur d'intégration. Il ne crée pas ex nihilo, il réorganise. La frontière entre intuition et construction reste poreuse. Et c'est là que se loge la vraie tension. Le rêve de Kekulé me fascine pour une raison précise. Il ne prouve rien et pourtant, il nous bouge un peu dans nos certitudes. Si je suis honnête, je ne peux pas dire « ce n'est qu'un mécanisme neuronal ». La science décrit les mécanismes, elle ne décrit pas l'expérience intérieure de la révélation. Et c'est là que je laisse une porte entrouverte. Pas pour y installer des certitudes mystiques, mais parce que l'histoire humaine est traversée par des moments où l'intuition dépasse la démonstration. Les rêves peuvent être des laboratoires d'anticipation, des condensateurs de symboles, des accélérateurs de compréhension, et parfois, très rarement, ils semblent toucher quelque chose qui nous dépasse. Je ne transforme pas cela en doctrine, je le garde comme possibilité. Parfois, le rêve peut être un miroir, parfois un atelier et parfois une brèche. La difficulté n'est pas d'y croire, mais de rester lucide sans se fermer. Tout ce que je peux te dire, c'est regarde la qualité de l'image, sa cohérence et ce qu'elle transforme en toi. Le rêve est une sorte de lieu intime et créatif et ce lieu mérite qu'on s'y tienne avec intelligence et avec ouverture. La bulle.